Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la question qui agite l'opinion et la classe politique. Les Gilets jaunes doivent-ils maintenir leur manifestation samedi prochain? L'attentat de Strasbourg a changé la donne, le gouvernement appelle à arrêter le mouvement, les forces de l'ordre sont à bout de souffle. Mais le terrorisme doit-il empêcher la vie démocratique? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera notre duo du jeudi, Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. Nous reviendrons sur le Conseil européen qui s'est ouvert ce soir. Tous les regards sont tournés vers Emmanuel Macron. Sa réponse aux Gilets jaunes fera passer Paris au-dessus de la barre des 3%. Et cela fait grincer des dents parmi les dirigeants présents à Bruxelles. Analyse et débat dans 10 minutes. Les 10 milliards d'euros, c'était la réponse urgente du président face aux Gilets jaunes. Mais il y a une colère plus profonde contre les élus et les institutions. Une crise de la représentation, peut-être même une crise de la démocratie. Pour y répondre, le think tank Sinopia organise demain au Sénat une grande journée de débat sur le renouveau démocratique. Son président, Alexandre Malafaye, est avec nous ce soir. D'abord, les explications de Sandra Cerquera. Les Gilets jaunes, ce n'est pas qu'un mouvement contre la vie chère. Ils réclament aussi une meilleure expression politique des citoyens, avec des propositions concrètes, une réforme du Sénat, des assemblées citoyennes, mais surtout le référendum d'initiative populaire. C'est la mesure la plus défendue, car elle permettrait aux citoyens d'être à l'initiative de la loi. Cela passerait par un site internet, encadré par un organisme indépendant de contrôle, où les gens pourront faire une proposition de loi. Si elle obtient 700 000 signatures, elle devra être discutée à l'Assemblée nationale, qui aura pour obligation de la soumettre au vote des Français. Pour répondre à cette demande, le gouvernement entend organiser une grande consultation qui, selon le Premier ministre, permettra à tous de s'exprimer et dont l'un des thèmes sera consacré à la pratique de la démocratie et de la citoyenneté. Mais il va falloir que nous trouvions les moyens de mieux associer nos concitoyens, ceux qui s'intéressent déjà, bien sûr, mais aussi ceux qui veulent s'exprimer en dehors des corps intermédiaires. Et je vous garantis, mesdames et messieurs, que dire ça n'est pas une remise en cause des corps intermédiaires en aucune façon. C'est simplement constater qu'il y a beaucoup de Français qui ne trouvent pas forcément leur compte ou pas forcément le sentiment d'être entendus en passant simplement par ces corps intermédiaires dont nous avons besoin. Une concertation de 3 mois qui doit commencer la semaine prochaine jusqu'au 1er mars dans de nombreuses villes de France. Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Alexandre Malafaye. Bonsoir, bienvenue, président fondateur du think tank Sinopia. Vous organisez donc demain au Sénat un grand débat sur le renouveau démocratique sous le haut patronage de la sénatrice Marta de Cidrac. Jamais le sujet du renouveau démocratique n'aura été autant dans l'actualité. Est-ce que pour vous, les Gilets jaunes ont mis au jour une grave crise de la démocratie, justement ? Ils ont souligné qu'en tout cas, le fonctionnement de la démocratie actuelle posait vraiment question et qu'il fallait qu'on s'en occupe. La démocratie, c'est quoi? En fait, c'est un cadre dans lequel on fonctionne et à côté de ça, vous avez des institutions. Et les deux, quand ils sont bien organisés, vont produire un résultat qui est celui qui permet de gouverner un pays. Et on voit bien que le modèle était en train de tomber en panne. Enfin, c'est pas nouveau. On était nombreux à le dire. Moi, je reprends l'exemple de Sinopia. En avril 2017, on avait lancé un appel en faveur d'un Grenelle de la démocratie. Et en mai 2017, on avait fait une lettre verte à Emmanuel Macron, publiée par l'Opinion, dans laquelle on disait « Monsieur le Président, posez-vous les bonnes questions sur la gouvernance démocratique. Il faut rénover le système et pas simplement se contenter de bricoler. » Oui, mais alors par exemple, parmi ces Gilets jaunes, beaucoup demandent plus de consultations. Ils ont envie d'être écoutés, ils ont envie d'avoir la parole. Sauf que quand il y a des élections, ils ne votent pas. Il y a un paradoxe, non? Le paradoxe, en fait, c'est qu'on vient d'un temps où les gens pouvaient accepter de faire un saut de 5 ans en 5 ans ou de 7 ans en 7 ans. Aujourd'hui, le monde a changé, les modes de fonctionnement ont changé, le numérique est passé par là. Et puis, les gens sont beaucoup mieux formés et très informés. Donc, ils ont naturellement envie de participer. D'autant plus qu'ils ont le sentiment que la classe politique a quand même été plutôt défaillante depuis 30 ou 40 ans. Donc, ils veulent jouer le jeu. Et si on ne joue pas le jeu avec eux, ils vont reprendre la main pour refaire le système sans la classe politique actuelle, y compris celle qui se présentait comme étant du nouveau monde. Voilà. Et les assemblées, par exemple, on propose un certain nombre de solutions de type assemblée consultative citoyenne. Allons-y. C'est vraiment moyen. Alors après, il faut l'organiser. Il ne faut pas que ce soit des foires d'empoigne. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça ne va pas devenir un défouloir? Non, parce qu'il faut institutionnaliser, si vous voulez, cette parole citoyenne. Voilà, vous pouvez très bien. Bien sûr, si vous organisez des cafés du commerce à tous les étages, on ne va pas y arriver. Mais on peut imaginer des jurys citoyens avec des tirages au sort, avec une méthodologie. On a des institutions qui fonctionnent. On a le conseil économique qui peut être utilisé, ces relais régionaux, les conseils économiques et sociaux régionaux, tout ça peut être mis en tension pour organiser des débats citoyens de manière méthodologique, de façon à restituer aux citoyens, dans leur très grande majorité, des informations, des décisions, des évaluations qui sont faites par des citoyens dans des conditions de concertation satisfaisantes. Alors Emmanuel Macron semble tout de même avoir un peu
pris la mesure du problème. Lors de son allocution lundi soir, il a apporté ces quelques éléments que je vais vous citer. La possibilité de voir les courants d'opinion mieux entendus dans leur diversité. Une loi électorale plus juste. La prise en compte du vote blanc. Et même que soit admis à participer au débat des citoyens n'appartenant pas à des partis. Ça va dans le bon sens ou c'est encore trop flou selon vous? Non, tout ça va dans le bon sens. Le seul petit problème que je vois à ce stade, c'est qu'en fait, le président de la République, à juste titre, a ouvert un temps de dialogue. Mais il l'a ouvert un temps sur 2 mois. Très court, 2 mois, avec des sujets d'une ampleur incroyable, parce qu'il s'agit vraiment de démocratie, de fiscalité, de vie quotidienne des Français, voilà, de citoyenneté, de problématiques migratoires. Enfin, il a un peu tout mélangé. Et 2 mois, c'est très court pour faire le job, mais on verra. On peut espérer qu'il en sortira quelque chose de positif. En tout cas, il faut se poser ces questions-là. Et la question du vote blanc, qui a été là aussi remise sur la table, est une question essentielle. Si on réussit à intégrer le système du vote blanc dans le système électoral français, notamment pour l'élection présidentielle, on peut s'éviter, c'est à mon avis une conviction profonde, de passer par la case d'une gouvernance qui serait pour le coup assumée par des partis contestataires, qui sont comme d'abord des partis qui véhiculent des messages démagogues. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui prendre le risque de confier les rênes du pouvoir à n'importe qui au prétexte qu'on n'est pas content. Et le vote blanc permet de canaliser ces votes contestataires, quitte à renvoyer dos à dos les tenants de l'ensemble des partis, mais pour qu'à un moment donné, on fabrique un gouvernement et des élites qui sont à même de prendre des engagements sérieux et de les tenir. Parce que ce qu'il manque dans le projet d'Emmanuel Macron cette semaine, lorsqu'on l'a entendu, c'est le souffle, c'est la dimension. Qu'est-ce qui fait projet? Qu'est-ce qui aujourd'hui nous embarque pour les 10-20 prochaines années? C'est quoi de vivre ensemble? Et c'est quoi notre tension pour les 10 prochaines années? Aujourd'hui, on n'a pas de réponse à ça. Il y a aujourd'hui une grave crise de la représentation, a priori plus beaucoup de confiance en nos élus, à tel point qu'on a soupçonné le gouvernement même d'un complot quand il y a eu cet attentat à Strasbourg. Comment on répare ça? C'est extrêmement difficile. On répare ça en étant d'une prudence infinie avec la façon dont on va procéder dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. On répare ça en ne faisant pas du palliatif. On répare ça en ne faisant pas semblant de refaire du débat. Vous voyez, on a cette période. Le gouvernement a fait semblant avec ces concertations tous azimuts? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'impressions données à une concertation. Sur le fond, elle n'a pas eu lieu comme elle aurait dû aller. Regardez la manière dont ça s'est passé avec les élus territoriaux. On l'a fait pour la forme, pour l'affichage, mais on n'a pas vraiment écouté. On l'a fait comme on l'a toujours fait. En fait, si vous voulez, on nous a promis un renouveau et un nouveau monde. Et en fait, on a fait comme toujours en pensant que ça continuerait à fonctionner comme ça parce que l'impulsion présidentielle, le style allait l'emporter. C'est devenu plus compliqué. Et il fallait aussi, au passage, éviter les fautes de quart du président de la République qui en a fait un certain nombre, malheureusement, et qui petit à petit, en fait, s'est fabriquer des ennemis tout seul, les Français, un certain nombre des grands corps de l'État, par des décisions brutales. Et donc maintenant, il faut reconstruire. Il y a un chemin, mais le chemin, pardon, je le redis, s'il n'y a pas la volonté dans ce chemin d'engager les Français sur une rénovation de fond de la démocratie et sur un grand projet, parce que la démocratie, tout ça, en fait, ça fait pas projet. Le projet, c'est qu'est-ce qu'on veut dans 10 ans? C'est quoi la France? Par exemple, on pourrait dire, dans 10 ans, la France doit être un grand pays dans lequel la cohésion est devenue le centre. Voilà. Et là, vous pouvez peut-être embarquer les gens pour les faire rêver. Parce que, pardon, mais le contrat social, ça fait rêver personne. On ne vit pas dans un contrat social. On vit dans une dynamique de dire demain, ce sera mieux pour nos enfants, ce sera mieux pour nous. Et puis les problèmes qu'on a, on va les régler peut-être dans la durée. Ce sera compliqué, le chemin sera sans doute tortueux. Mais cette espèce de projet-là, on peut le tracer ensemble. Si on ne le fait pas, j'ai peur qu'au bout du compte, les tensions viennent jusqu'au moment où les gilets jaunes continueront, le système se fissurera et puis il y aura un crack. Vous avez parlé des erreurs d'Emmanuel Macron en quelques secondes. L'exemplarité des élus, ça n'existe pas. L'exemplarité de l'être humain en lui-même, ça n'existe pas. Mais je pense qu'on peut tous avoir, à un moment donné, une discipline personnelle, se dire qu'à partir du moment où on est en charge, on doit faire attention. Sinon, il ne faut pas accepter les responsabilités. De toute façon, globalement, tous ceux qui sont en charge ou qui prennent des mandats ou qui prennent des responsabilités dans les entreprises et qui ne sont pas, si je peux dire, en bon respect de ce qu'ils disent, on ne leur demande pas d'être parfait, on leur demande d'être cohérent. D'être franc, d'être sincère, et quand on prend des engagements, on les respecte. Voilà, donc c'est ce que doit être un chef. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur. Il faut simplement être à la hauteur de ce qu'on dit et bien se comporter. Et on a bien vu que dans la façon de faire d'Emmanuel Macron, il y avait bien sûr de l'autorité, mais parfois de l'autoritarisme. Il y avait bien sûr de la volonté de parler, mais parfois d'une manière qui n'était pas adaptée à son auditoire. Et on a vu le résultat. Il s'est malheureusement aliéné une partie de la population française. Ça se reconstruit, mais il faut beaucoup d'humilité. Il n'en a pas forcément beaucoup. Et puis une volonté farouche, on sait qu'il l'a. Merci beaucoup Alexandre Malafaille, président fondateur du think tank Sinopia. Je rappelle l'événement que vous organisez demain au Sénat, les premières rencontres du renouveau démocratique, avec notamment la participation de François Hollande. OVPL continue avec notre match des idées du jeudi. Il va opposer Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. On va revenir sur le coût et le financement des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour répondre aux Gilets jaunes. Une enveloppe de 10 milliards que le président doit justifier ce soir devant ses partenaires européens réunis à Bruxelles. Héloïse Grégoire.
Dernier Conseil européen de l'année qui s'annonce très délicat pour Emmanuel Macron. L'ombre des gilets jaunes plane sur le président français et difficile pour lui de s'en débarrasser. 3 jours après l'annonce d'une série de mesures sociales à plus de 8 milliards d'euros, ce Conseil européen tombe mal pour le chef de l'État. Aux yeux de Bruxelles, il apparaît que la France ne tiendra pas ses engagements de réduction du déficit public, soit la fameuse barre des 3%. Emmanuel Macron devra donc rassurer sur le contrôle de son budget. Je dirais les choix que j'ai faits pour répondre à une colère que j'estime légitime et juste, des choix de véritable accompagnement, des mesures fortes. Elles n'entravent rien la volonté et d'ailleurs la réalité de nos efforts sur le plan budgétaire et en particulier en termes de maîtrise de nos dépenses. Officiellement, les échanges entre partenaires européens porteront sur la création d'un budget de la zone euro et le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. À 6 mois des élections européennes, Emmanuel Macron devra donc convaincre et tenter de relégitimer son leadership européen. Un leadership qui s'est forgé au début de son quinquennat, une ambition aujourd'hui contrariée en partie par la colère des Gilets jaunes. Ah, voilà. Avec nous pour ce match des idées, Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir, directrice de la Fondation IFRAP, auteur de ce livre En marche vers l'immobilisme. François Calfon, bonsoir. Conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste. Avant de revenir à ce qui se passe à Bruxelles, je voudrais qu'on revienne sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron pour répondre à cette crise des Gilets jaunes. C'était relativement vague lundi soir, ça commence à l'être un peu moins. Édouard Philippe a d'abord donné le calendrier. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres mercredi prochain. Et Olivier Dussopt, lui, en a dit un petit peu plus sur les bénéficiaires au Sénat tout à l'heure. Écoutez. La prime d'activité qui a été évoquée comme un des moyens d'augmenter le revenu des salariés payés au niveau du SMIC est accessible tant aux salariés du secteur privé qu'aux salariés du secteur public. Qu'il faut préciser aussi que la défiscalisation des heures supplémentaires sera applicable aux salariés du secteur privé comme aux agents publics. La moitié des retraités qui ont vu leur CSG augmenter en 2018 verront cette augmentation annulée au cours de l'année 2019. Cela concerne, pour être un peu plus précis, les retraités dont le revenu fiscal de référence, et la notion est importante, est inférieur à 22 580 euros par mois pour une personne seule. Et lorsque ces personnes vivent en couple ou dans des foyers fiscaux de 2 personnes ou plus, nous maintenons les règles de calcul au niveau du foyer, soit pour un couple 34 600 euros. Et on sent que c'est pas simple à expliquer, Agnès Verdier-Molinier. C'est un vrai casse-tête, cette série d'annonces présidentielles, non ? Bah oui, parce que tout est compliqué. On est sur des heures supplémentaires qui devaient être désocialisées, qui maintenant sont aussi défiscalisées, comme c'était le cas sous Nicolas Sarkozy. On est sur un recul sur la CSG, mais ça ne sera pas pour tous les retraités. On voit que même le ministre lui-même s'embrouille un peu dans les chiffres, parce qu'en réalité, ce sont des chiffres annuels qu'il donnait tout à l'heure à la tribune, et non pas évidemment des chiffres mensuels. Les chiffres mensuels, c'est 2 000 euros pour un retraité qui est seul, et jusqu'à 2 700 ou 2 900 euros par mois pour un retraité, ou un couple de retraités plutôt. Et donc là, c'est vrai qu'il y aura 70% des retraités qui, au final, seront exemptés de cette hausse de 1,7 de CSG. Et puis, il y a 30% qui vont continuer à être soumis à cette hausse de CSG. Puis, finalement, on se demande, est-ce que c'est logique ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû tout simplement retourner en arrière pour l'ensemble des retraités ? Bon, ça, c'est encore une autre question. Et tout est compliqué aussi par rapport à la prime annoncée pour Noël, parce que là, on est en fin d'année, c'est le mois de décembre. Comment vont faire ceux qui dirigent les ressources humaines, ou nous, les experts comptables des petites entreprises ? On ne sait pas du tout quelles sont les règles. Et on est déjà... C'est Emmanuel Macron qui a donné les axes lundi soir, et après, débrouillez-vous. En plus, on est déjà sur une année blanche en 2018. C'est-à-dire que l'année 2018, avec le prélèvement à la source, c'est déjà une année où il n'y a pas de fiscalité. Donc, comment ça marche tout ça ? À chaque fois qu'on regarde une des mesures, on voit bien que c'est très compliqué. Ce qu'on sait, c'est que ça va coûter cher, entre 10 milliards et 13 milliards d'euros, selon nos chiffrages. La vérité, elle est toute simple, c'est que c'est la quadrature du cercle. La copie du gouvernement, c'était quoi ? C'est comment faire un plan, finalement, pouvoir d'achat, sans déroger aux fameuses règles européennes. Bon, la vérité, c'est que si le gouvernement quittait sa doxa libérale, il pourrait parfaitement le faire et se remettre dans les clous. Je veux convoquer là l'exemple du Portugal, qui est un gouvernement socialiste qui, en 2016, a présenté un budget pour finalement prendre des mesures de pouvoir d'achat tout à fait significatives, à 4% et quelques de déficit. 2 ans plus tard, ils étaient à 3%. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont inspirés non pas de la doxa libérale, mais d'un peu de keynésianisme maîtrisé, sans laisser filer les déficits plus que de raison. Et on a vu comme ça, parce que quand vous agissez sur les bas salaires,
ça va directement à la consommation et non à l'épargne. Un coup de fouet finalement à la croissance. On était dans des croissances... Voilà, c'est ce que va faire Emmanuel Macron, il va le dépasser. Ben non, parce que la vérité, et ça c'est ce que dit Agnès Verdier-Molinier, c'est-à-dire que cette complexité technocratique, avec finalement la nécessité d'aller voir sa caisse d'allocation familiale pour toucher son augmentation de 100 € quand on la touche, parce que quand vous êtes dans un foyer... C'est un faux cadeau. Mais c'est surtout que ça ne marche pas. On avait expliqué, notamment sur le RSA, qu'une partie des bénéficiaires, comme par hasard, les plus modestes, n'en bénéficiaient pas parce qu'il y a une complexité technocratique. On a eu le cas, dans les années Jospin, sur la prime pour l'emploi. C'est encore ce type de chèques qui viennent à côté du salaire. Et ça n'est pas des augmentations directes sur la fiche de paye. Donc ça ne fonctionne pas. Il faudrait donc un alter-modèle. L'alter-modèle, c'est oser augmenter le SMIC. Et c'est pas si dramatique que ça. Et on verrait immédiatement... des éléments positifs sur la croissance. J'en viens tout de suite à une question que vous n'avez pas posée, mais quel serait le plan qui permettrait de financer tout ça et en étant plus ou moins dans les clous? Avec, moi je prône une hausse directe du SMIC. Eh bien tout simplement, le patronat n'a jamais demandé de basculer le CICE finalement en baisse de charges directes et c'est un ticket à 20 milliards d'euros. Sur votre titre, c'est marqué « Comment trouver les 10 milliards ?» Peut-être qu'on peut basculer progressivement, et ça Bercy est spécialiste des mécanismes complexes, mais il y a 20 milliards à récupérer. Et puis par ailleurs, et je vais le dire de manière très ouverte, à la fois dans mon dogme, dans mes convictions, si j'ose dire, et à la fois avec de l'intelligence pragmatique sur le plan économique. 5 milliards à récupérer sur le rétablissement de l'ISF. Et je vais même faire une ouverture, puisque nous sommes dans un débat ouvert pour les gens qui nous regardent. Il faudrait peut-être aussi songer à flécher, pourquoi pas, finalement, des baisses d'imposition pour des gens qui ont de l'argent, dès lors, non pas qu'ils investissent dans des obligations d'État ou dans toutes sortes de produits financiers qui sont des liquidités, dès lors qu'ils investissent dans des PME made in France. Dès lors que, par exemple, un outil de travail familial est gardé dans le giron de la famille et non pas vendu à un fonds d'investissement. Là, il y a des tas de choses pragmatiques à faire auxquelles nous sommes tout à fait ouvertes, mais qui n'est pas finalement mis en œuvre parce qu'il y a un dogmatisme de ce gouvernement. Vous avez parlé du Portugal. Il y a aussi ce 2 poids 2 mesures dénoncé par certains. La France bénéficie-t-elle d'un traitement de faveur par rapport à l'Italie? Pas du tout, répond Pierre Moscovici. Le commissaire européen était auditionné au Sénat ce matin. Écoutez. Je pense que ce qui est souhaitable, en vérité, c'est que ce dépassement soit le plus limité possible. Les 3 mots que je veux dire, ce n'est pas impossible, c'est même une probabilité désormais, ce n'est pas interdit, à condition que ce soit limité, temporaire et exceptionnel, et ça doit être maîtrisé le plus possible, car l'enjeu, encore une fois, c'est de faire en sorte que notre dette publique, pardon, je dis nous parce que je ne peux pas complètement oublier que je suis un citoyen français, que notre dette publique, la dette publique française, soit également contenue. Alors, après tout, ce seuil des 3% est-il justifié? A-t-il encore un sens? Je voudrais vous faire un petit rappel historique avant de vous laisser parler sur cette règle des 3%. Elle est née sous François Mitterrand, François Calfon, qui, une fois élu en 81, charge l'économiste Guy Abeille de fixer une règle mathématique simple pour limiter le déficit. Et bien, ce même Guy Abeille, qui est donc l'inventeur de cette règle des 3%, a douté de sa propre équation. C'était en 2016 chez nos confrères de France Info. Écoutez. Avec le recul, j'aurais peut-être la main qui tremblerait si j'avais perçu ce soir-là, dans un bureau, simplement, qu'en me livrant avec mon camarade Roland de Villepin un petit calcul, 100 milliards rapportés à ce qu'était le produit intérieur brut à l'époque, ça faisait 3%. Et après avoir fait tourner différentes idées, différents calculs, on s'est dit c'est encore le plus simple et on est revenu avec ce chiffre. Agnès, est-ce que cette règle des 3% a vraiment un sens? Cette règle, elle a un sens que si elle a des corollaires, c'est-à-dire un maximum de prélèvements obligatoires et un maximum de dépenses publiques. Tout à l'heure, François a parlé du Portugal. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que le Portugal est bien en dessous de nous par rapport aux prélèvements obligatoires. La crise qu'on traverse en ce moment, c'est une crise de la fiscalité. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que le gouvernement a été obligé de reculer sur la pression fiscale, notamment énergétique, parce qu'elle est impossible à payer par les ménages. Pourquoi? Parce qu'on est allé trop loin dans le coût du modèle français. Au Portugal, c'est 34,6% de prélèvements obligatoires. Nous, on a dépassé les 45%. Au Portugal, c'est 44% de dépenses publiques, 44,8%, presque 45%. Mais nous, on est à 56%. Donc à un moment, on ne peut pas avoir tout le temps raison contre tout le monde. Et comme Pierre Moscovici dit, on ne doit pas continuer à créer des déficits alors qu'on est le pays le plus dépensier et le plus fiscalisé de tous les pays comparables, de tous les pays d'Europe. À un moment, il faut se dire que oui,
on peut baisser la fiscalité, c'est ce que fait le gouvernement avec son plan de 10 milliards. Essentiellement, c'est de la baisse de la fiscalité. Et en face, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de la baisse de dépenses publiques. Et c'est possible. Nous, on publie ce soir un chiffrage à la Fondation IFRAP qui dit comment on peut gager quasiment entièrement ce coût de 10 milliards d'euros. Eh bien, il y a des solutions. Et les autres Lesquels, pays, par exemple, vous avez des exemples? pays l'ont adopté. C'est par exemple le décalage de l'âge de départ en retraite. Voilà. Quand vous décalez, par exemple, quand vous décalez... Là, vous énervez François. Non, mais vous décalez de 4 mois. Vous décalez de 4 mois l'année prochaine et ça vous fait déjà plus d'1 milliard d'euros d'économie de dépenses sur les retraites. C'est comme aussi la question du non-remplacement des départs en retraite dans la fonction publique. Là aussi, vous avez presque 1 milliard d'euros d'économie rien que sur l'État en ne remplaçant pas. Et qu'est-ce qu'on fait en face pour ne pas baisser la qualité des services publics? Eh bien, on augmente le temps de travail dans les administrations. Parce que ça, François le sait aussi. Alors, on a énormément de phénomènes des solutions, de sous-travail. Agnès, pardon de te couper la parole. Partout, il y a des dépenses des solutions, qui sont, en fait, en trop, entre guillemets, qu'on pourrait baisser. Et ça, quand on voit ce qu'a produit une hausse de 6 centimes du gasoil, si on explique tout de go que pour régler les problèmes économiques de la France, eh bien, il faut augmenter le temps de travail dans la fonction publique, j'imagine sans augmenter les salaires, puisque ça aussi c'est de la dépense publique, et repousser l'âge de départ en retraite. Franchement, vous nous préparez, Agnès, une insurrection. Mais vous êtes contre l'application des 35 heures dans les collectivités locales. Non, mais regardez. Parce qu'on est très en dessous pour l'instant. Agnès, comme on doit débattre longtemps, je vais essayer de faire œuvre de pédagogie. Vous êtes que sur la dimension pression fiscale. Mais si vous citez le Portugal, ce qui fait qu'à un moment donné, ils rentrent dans les clous, c'est parce et qu'ils ont une pression fiscale qui baisse, c'est parce qu'ils ont fait le pari de l'activité économique. Et donc c'est ça le problème que nous avons. C'est comment on fait dans un premier temps, pour relancer l'activité économique. Je le dis en lien avec la crise des Gilets jaunes, ce qu'il faut, c'est enrayer la désindustrialisation de la France. Donc, typiquement, puisqu'on ne va pas refaire les débats du passé, il faut une taxe carbone à l'importation. C'est-à-dire que les pays qui produisent en polluant, la Chine au hasard, et qui, finalement, nous submergent de produits de consommation produits dans des conditions sociales et environnementales tout à fait scandaleuses, eh bien, nous devons les taxer à l'importation. Et cette taxe à l'importation... Ça aura forcément des conséquences. Oui, mais la conséquence, elle est toute simple. Parce que là, je parle sur le plan industriel et sur le plan de la création de richesse et non pas de sa captation par l'État. La conséquence, elle est que finalement, ça favorisera les produits made in ici, made in France, pourquoi pas made in Europe si cette taxe carbone à l'importation est européenne, par rapport à des produits qui sont fabriqués à bas coût dans des conditions scandaleuses. Je pense que si nous n'allons pas dans des mesures fortes, elles ont été débattues par le passé, de ce type, alors nous serons toujours à dire comment on coupe un bras, un doigt à l'un, à l'autre, et ça, merci Agnès, vous le faites chaque semaine avec talent, alors qu'en réalité, il faut avoir une autre vision bien plus vertueuse. Pour autant, quand même Agnès... Attendez, on va la laisser répondre. On a l'impression, quand on vous écoute, je suis désolée, que tous nos mots arrivent des autres pays. Alors ce sont les autres pays la Chine, un peu. Qui produisent à bas coût, etc. Ce qui est bizarre, c'est qu'en Europe, il y a des pays qui s'en sortent très bien, qui ont un excédent commercial, qui ont un taux de chômage qui est la moitié du nôtre, voire encore moins dans les pays du Nord, et qui finalement ont réussi à garder de l'industrie. Et comment ils ont fait ces pays-là? Alors on peut parler de l'Allemagne. Et comment ils ont fait? Non mais je ne parle pas que de l'Allemagne, il y a aussi il y a aussi d'autres pays. Il y a la Suède, il y a la Suisse, il y a les Pays-Bas. La Suisse, excusez-moi, Agnès, c'est vraiment le mauvais exemple parce que 50 ans finalement d'argent bien gardé par les uns et les autres, avec l'industrie bancaire qui ferme les yeux. C'est un exemple où il y a, je suis désolée, malgré une situation qui n'est pas forcément parfaite au niveau coût du travail, géographique, etc., où il y a une industrie qui est très performante. Quant au coût du travail... ne les regardez pas de haut, parce que ils arrivent justement à associer leur population dans des votations et des référendums où finalement on a des personnes qui sont francophones et à qui on pose des questions intelligentes. Disons que le secret bancaire en Suisse, mais on ne va pas passer le reste de l'émission sur la Suisse, a permis quand même un afflux de liquidités en Suisse qui est une sorte finalement de, j'allais dire, d'adjuvant. Ce qui est étrange, c'est que quand on cite l'Allemagne, ça ne va pas. Quand on cite la Suisse, ça ne va pas. Quand on cite la Suède, ça ne va pas. Quand on cite le Danemark, ça ne va pas. Quand on cite les Pays-Bas, ça ne va pas non plus. Mais tous les pays qui vont mieux que nous ont de mauvaises solutions. J'allais citer l'Allemagne. Il y a deux choses. Il y a une chose que vous ne dites pas, c'est que l'Allemagne a produit, avec les lois Hartz, gouvernement Schröder, social-libéral, a produit des travailleurs pauvres de manière massive. C'est-à-dire qu'il y a un taux de pauvreté en Allemagne, et si vos chiffres
qui sont objectifs peuvent le confirmer, qui est supérieur à celui de la France. Ça, c'est une réalité. Je crois qu'on est à 13 ou 14% de pauvreté. La deuxième chose, mais ça, c'est le côté vertu, parce qu'il n'y a pas que des choses à critiquer dans le modèle allemand, ils ont su maintenir un tissu de PME et d'entreprises de taille intermédiaire qu'on appelle ETI, tout à fait fantastique, parce qu'il y a une forme de patriotisme du capitalisme allemand qui permet d'avoir des entreprises familiales d'ingénieurs qui sont très performantes. Et ça doit être salué. Et donc, encourager en France. La réponse d'Agnès, et on passe au troisième thème. Et enfin, je suis désolée du patriotisme. C'est aussi de l'intelligence dans la gestion publique. Comment ça se passe? Par exemple, vous avez une entreprise de taille intermédiaire, une grosse PME exportatrice allemande, dont finalement le patron familial arrive à la retraite. Et il veut transmettre son patrimoine. Nous, en France, c'est très compliqué. Vous faites des donations, c'est taxé. Vous êtes dans des successions, c'est taxé. Et alors, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Agnès. On est sur le pragmatisme. Alors, on veut garder des entreprises dans nos territoires. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les Allemands, ils demandent un engagement de garder pendant 7 ans la masse salariale. Moi, je suis d'accord avec ça. Ils transmettent avec 0 taxation. Donc, il y a des solutions plus simples. J'ai un dernier thème à aborder avec vous, comme débat en France en ce moment? On a supprimé des débats sur la partie activité économique. On a encore eu des débats récemment, et notamment dans la majorité parlementaire, où on nous disait qu'il fallait augmenter la taxation des successions, alors qu'on est au maximum. Je suis obligée de vous arrêter, on a un dernier thème, et on y reviendra probablement dans un prochain match. Je voudrais qu'on revienne sur cette charge très violente de Bruno Le Maire au Sénat tout à l'heure contre Ford. Je vous resitue un petit peu les choses. Après plusieurs mois d'incertitude, le constructeur automobile américain a annoncé aujourd'hui qu'il écartait l'offre de reprise pour son usine de Blanquefort en Gironde. Résultat, plan social, 850 salariés sur le carreau. Le ministre de l'économie n'a pas caché sa colère tout à l'heure. Écoutez. Je suis révolté. Je suis écœuré par cette décision qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de bourse. Je veux dénoncer la trahison de Ford vis-à-vis des plus de 800 salariés du site du Blanquefort, à qui je veux rendre hommage, parce qu'ils avaient accepté de réduire leur salaire, de réduire leur RTT, de faire des efforts considérables pour garantir la reprise. Ils ont été trahis par Ford. Les salariés, les syndicats, M. Philippe Poutou ont été à la hauteur de leurs responsabilités, là où Ford ne l'a pas été. Ah là, vous êtes ravi, François, vous êtes d'accord avec le ministre? Non, mais je suis d'accord avec le ministre, mais ça me fait dire une chose qui est toute simple. La semaine précédente, en Europe, l'Allemagne bloque une taxe sur les GAFAM, parce que les Allemands ont besoin de vendre leurs voitures aux États-Unis. Là, vous avez un fabricant de voitures qui est un des premiers mondiaux, Ford, qui est américain, qui fait, pardon de le dire, c'est M. Le Maire qui le dit, peut-être pas dans l'extrait, il fait un bras d'honneur, y compris au gouvernement français. Quelles sont les mesures de rétorsion de la France? Donc on peut toujours aller crier à l'Assemblée nationale qu'on est d'accord avec M. Poutou, et je salue la sincérité, ce que je crois être la sincérité du ministre. Mais à un moment donné, il faut un protectionnisme intelligent où cela ne fonctionnera pas. La deuxième chose, il nous reste une minute. D'une phrase, c'est qu'il n'est pas inéluctable qu'il n'y ait plus de production automobile en France. Et Peugeot et Renault, c'était sous l'ancien gouvernement, le gouvernement sous l'égide d'Arnaud Montebourg est rentré dans le capital de PSA pour les protéger. C'est possible de produire des voitures en France. Du coup, il vous reste 40 secondes, Agnès. Non, mais je pense que le mot de trahison est beaucoup trop fort. Je crois que le rôle d'un ministre et le rôle d'un gouvernement, c'est de créer des règles du jeu qui incitent à créer des nouveaux emplois et de ne pas être toujours à courir derrière les emplois qui sont malheureusement, bah oui, on ne peut pas tout contrôler depuis Bercy. On ne peut pas dire depuis Bercy, vous faites ça, ça ne marche pas, même si M. Poutou a aussi envie que ça se passe comme ça. Ce n'est pas comme ça que se passe l'économie. C'est dommage de faire croire aux Français que ça peut se passer comme ça. Il faut au contraire un gouvernement qui permette de taxer moins au niveau des entreprises. Et ça, malheureusement, la compétitivité de nos entreprises, elle n'est pas encore au rendez-vous. On nous a raconté trop de choses en nous disant que tous les investisseurs étrangers, ça y est, ils retrouvaient que la France, c'était l'Eldorado, c'était formidable, etc. On nous a beaucoup, beaucoup ripolliné l'image de la France, alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait exactement comme ça que ça se passe dans la vision qu'ont les investisseurs étrangers sur la France. Le choix de Ford, je le regrette, vraiment je le regrette, mais je pense qu'il y a aussi des sous-jacents
qui sont liées au fait qu'il fallait, avec la reprise de Punch, il fallait que Ford s'engage à donner du travail à l'usine. Et ils n'ont pas voulu le faire. C'est peut-être aussi parce que la France n'est pas aussi attractive que ce qu'on veut bien nous dire. Et c'est la fin de ce match des idées. On vous retrouve jeudi prochain avec grand plaisir. Merci à tous les deux. C'est l'heure de notre grand débat. Hashtag OVPL si vous voulez réagir sur Twitter. On va revenir sur la question du jour qui va nous agiter jusqu'à samedi. Les Gilets jaunes doivent-ils maintenir leur manifestation? On a des forces de l'ordre ultra sollicitées, épuisées, très concentrées désormais sur la menace terroriste. Une grande partie de la classe politique dit stop ou au moins pause, sauf la France insoumise et certains leaders du mouvement. On va voir pourquoi après ce sujet de Samia Dechir. Combien seront-ils samedi à enfiler leurs gilets jaunes? Le gouvernement n'en a aucune idée. Plusieurs ministres ont appelé à ne pas manifester. Une question de responsabilité, estime François de Rugy. Nous avons fait des annonces extrêmement importantes. Entre cela, ces annonces et par ailleurs le contexte d'un attentat qui a eu lieu sur le marché de Noël à Strasbourg, le plus responsable, c'est plus une question presque de bon sens que de débat politique, serait évidemment de cesser ces manifestations. Une position partagée par la CFDT qui invoque l'extrême fatigue des policiers. Ce serait de bon ton, je crois, de pas surcharger la barque. Mais après, ça appartient à ceux qui ont lancé le mouvement de dire ce qu'ils vont faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pour nous, c'est un appel au calme et à l'absence de toute violence. La nuit dernière, un gilet jaune est mort après avoir été renversé par un camion près d'Avignon. La preuve, pour certains de leurs leaders, comme Jacqueline Moreau, qu'il est temps d'entrer dans une phase de dialogue avec le gouvernement. Avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Gérard Longuet, bonsoir. Sénateur LR de la Meuse, Paul Vannier, bonsoir. Orateur national de la France Insoumise. Jean-Marc Bailleul, bonsoir. Secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Et Bruno Jambard, bonsoir à vous également, directeur général adjoint d'Opinionway. Gérard Longuet, les Gilets jaunes doivent-ils suspendre, voire arrêter complètement leur mouvement, au moins pour laisser les forces de l'ordre souffler, d'après vous? Simplement parce que le débat est ouvert. Enfin, manifestement, le président de la République, le Parlement ont mis sur la table toute une série de pistes qui méritent d'être approfondies. Et je crois que c'est leur intérêt de suspendre leur mouvement. Mais par rapport à la question terroriste, est-ce qu'il y a une forme de question morale qui se pose aux Gilets jaunes depuis quelques jours? Doivent-ils continuer ou pas? Chacun vit sa vie. Personnellement, je pense qu'en effet, il ferait mieux de suspendre. Mais je n'ai pas d'ordre, ni d'oukase, ni de jugement à donner. Et vous avez un avis? Paul Vannier? En tout cas, ils ont décidé du contraire. Je les ai écoutés cet après-midi en conférence de presse. C'est ce qu'on a vu, mais moi je voudrais votre avis puisque vous représentez la France Insoumise et on a entendu que Jean-Luc Mélenchon était plutôt pour qu'il continue. Nous répondrons à l'appel. Moi je serai dans cette manifestation samedi comme je l'ai été ces dernières semaines et beaucoup d'insoumis et d'insoumises y seront aussi. Pourquoi ont-ils décidé de maintenir leur mouvement? Parce que le président de la République ne les a pas entendus. Il leur a menti même. Mais pardonnez-moi, ils savent qu'il y aura des casseurs, que ça va mobiliser un certain nombre de policiers qui eux-mêmes sont épuisés, ultra sollicités. Ça aussi c'est du social et j'imagine que vous l'entendez. Est-ce que ça ne peut pas entrer en ligne de compte? Vous avez raison, il y a 2 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Les policiers réclament ce paiement et je crois qu'ils ont raison de le faire. Il y a des postes qui ont été supprimés, d'ailleurs à l'époque de Nicolas Sarkozy, et des postes d'ailleurs dans les compagnies républicaines de sécurité qui manquent manifestement aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, au fond, les revendications de certains représentants policiers rejoignent d'un certain point de vue celle des Gilets jaunes. C'est les services publics, victimes d'une politique d'austérité qui font pâtir aux uns et aux autres de la situation actuelle. Donc nous, n'opposons pas la question de la sécurité, qui est évidemment une priorité, et de revendications légitimes, revendications de justice fiscale, de justice sociale, de démocratie aussi, que les Gilets jaunes portent de façon nouvelle, c'est vrai. Mais de fait, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une opposition, Jean-Marc Bailleul, qu'en pensez-vous? Alors d'abord, c'est pas 2 millions, c'est 23 millions d'heures supplémentaires. Et je pense pas que ça soit de les payer qui va faire en sorte que les policiers vont se reposer. En tout cas, c'est pas la position que nous on défend. Nous, on pense qu'il faut appliquer la directive européenne du temps de travail, qui garantit des temps de repos et qui obligera ce ministère de l'Intérieur à se réformer justement pour travailler de façon plus pragmatique. Et cette manif de samedi qui se profile, comment vous voyez cela? Est-ce que pour vous, les Gilets jaunes devraient arrêter ou suspendre? Moi, je rappelle que les policiers sont des ouvriers de la sécurité et qu'à partir du moment où on a une conviction de défendre les intérêts du peuple, il faut entendre que les policiers et les gendarmes, qu'il ne faut pas oublier, sont effectivement fatigués, que face à l'adversité, il faut être dans les meilleures dispositions physiques et physiologiques, et que de vouloir trop tirer sur la corde, on s'expose effectivement à quelquefois des réactions que certains critiquent. Qu'est-ce que vous craignez, par exemple?
Vous craignez des dérapages côté force de l'ordre? Vous craignez des vrais problèmes de sécurité? Non, je m'inquiète par rapport à la santé de mes collègues et du fait qu'avec des amplitudes telles qu'ils font, et l'épisode de Strasbourg, je dirais, cet attentat atroce, ne change rien au fond. Strasbourg, c'est Strasbourg. Pour autant, on a des policiers qui sont fatigués, et de faire des amplitudes avec des interlocuteurs, parce que vous dites, on a entendu les gilets jaunes, moi j'aimerais bien qu'on ait des interlocuteurs identifiés, parce que pour l'instant, moi je ne connais pas d'interlocuteurs gilets jaunes. On en connaît plusieurs. De quelle légitimité ont ceux qui parlent? Nous, on demande, on est là pour protéger la démocratie. Il y a des règles à respecter. Une manifestation, ça se dépose. Il y a des règles, et si on la déposait conformément aux règles, ça serait beaucoup plus simple pour nous. Donc il y a un peu un paradoxe d'appeler à la manifestation, mais ne pas vouloir rentrer dans le jeu démocratique pour qu'on puisse, nous, mettre les forces nécessaires. Pour ce week-end, pour répondre complètement à votre question, on part sur la même mobilisation de CRS et d'escadrons de gendarmerie que le week-end dernier. C'est-à-dire 79 000 alors au total, toutes forces confondues, il y a tous les policiers qui travaillent sur le quotidien, mais il y a ceux qui sont rappelés spécifiquement. Pour la police et la gendarmerie, c'était à peu près 50 000 personnels la semaine dernière. Et les CRS et les escadrons, c'était quasiment 98% des forces. Comme on ne sait absolument pas combien il y aura de manifestants et que c'est complètement désordonné, on risque de mobiliser même peut-être pour rien. Et qu'il y ait un terroriste dans la nature, je le rappelle. Ça coûte très cher à l'État, tout cela. Bruno Jean-Bart, qu'en pense l'opinion? Est-ce qu'elle pourrait se retourner contre le mouvement des Gilets jaunes alors qu'elle l'a considérablement soutenu jusqu'ici? Est-ce que le fait de continuer à manifester alors qu'il y a eu, Gérard Longuet l'a dit, une réponse gouvernementale, une réponse de l'exécutif, et par ailleurs... Et une réponse des contribuables. Qui paiera in fine, et cet attentat qui a peut-être aussi changé un peu la donne. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est certain que là, on est sur une semaine où la situation a beaucoup évolué par rapport à samedi dernier. On a eu à la fois les annonces du président de la République et puis ce qui s'est passé mardi soir à Strasbourg, qui incontestablement ne va pas être neutre sur la manière dont les Français vont percevoir la situation. On sait bien que ce sont des moments où il y a une forme d'unité nationale qui s'exprime d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai que notamment les débordements auxquels on a assisté lors des manifestations précédentes vont probablement, s'ils se reproduisent ce week-end, heurter encore un peu plus, je dirais, la perception du mouvement. Après, ce que l'on voit sur le soutien lui-même, sur le soutien au mouvement, c'est qu'il semble un peu déconnecté du mouvement lui-même. Il est tellement stable que j'ai plutôt le sentiment que les gens ne répondent pas vraiment sur le soutien au mouvement, mais plutôt sur une expression de mécontentement de manière générale quand on leur pose la question. Parce que avec tout ce qui s'est passé depuis le début de ce mouvement, pour que c'est aussi peu évolué d'une semaine à l'autre, c'est qu'on mesure quelque chose de plus structurel que le mouvement lui-même. Donc la question est peut-être mal posée. La vie démocratique doit-elle s'arrêter à cause de la menace terroriste? C'est la question posée par Jean-Luc Mélenchon à la tête d'une motion de censure débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. François de Rugy a répondu ce matin sur Public Sénat. Le ministre se demande si c'était bien le moment. Écoutez. La vie démocratique, ce n'est pas un mouvement automatique. Ce ne sont pas des choses où on appuierait sur des boutons en disant on va manifester tous les matins ou tous les samedis, où on fait une motion de censure comme si de rien n'était. Est-ce que le moment est venu, justement dans le moment démocratique que nous vivons, d'avoir un débat de censure du gouvernement? Gérard Longuet, qu'en pensez-vous? Une motion de censure? J'ai trouvé que Jean-Luc Mélenchon avait raison. Sang-froid républicain. Il y a les institutions. Bon, il y a un terroriste islamiste, un tueur fou. La France ne va pas s'arrêter pour autant. Et nous respectons l'état de droit. On respecte l'état de droit à l'égard des suspects. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour l'enfermement de tous les fichiers S. C'est absurde. Et on respecte nos règles démocratiques pour débattre entre nous. On est en désaccord, mais on discute à l'intérieur des assemblées prévues pour cela. Paul Vannier, ça vous surprend d'entendre Gérard Longuet dire qu'il est d'accord sur ce point, en tout cas avec Jean-Luc Mélenchon? Vous êtes rassuré? En tout cas, je suis heureux de ce constat. Je ne crois pas qu'il soit partagé par tous les élus républicains, mais je ne veux pas rentrer dans une polémique. La République ne doit pas se mettre à genoux devant les terroristes. Cet acte atroce ne doit pas paralyser le débat démocratique, les procédures parlementaires. Il est donc tout à fait légitime que cette motion de censure ait été déposée. Et pourquoi l'a-t-elle été? Nous sommes en plein moment des Gilets jaunes et nous considérons, nous, à la France Insoumise, que pour sortir de cette crise politique, crise démocratique, la solution, c'est le recours au peuple. C'est de l'appeler à se prononcer dans le calme, dans la tranquillité démocratique par le bulletin de vote. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé cette motion qui vise à faire, vous le savez, tomber le gouvernement et donc à précipiter, en tout cas c'est ce que nous défendons, une dissolution du Parlement pour retourner devant les Français. Et qu'il tranche
par eux-mêmes sur les options qui se présentent. On voit le président de la République qui persiste dans sa politique. On voit des oppositions qui clarifient d'ailleurs leur rapport au mouvement. Les Républicains sont en train de prendre une distance très nette. Le Front National est dans une ambiguïté très forte. Et puis, nous avons considéré que les revendications qui sont portées étaient bien souvent... Cette motion de censure, ça n'a pas été si clair et si facile côté socialiste. Le patron du PS, Olivier Faure, je voudrais juste vous dire ce qu'il a déclaré à nos confrères de LCP. Ce serait une injure à celles et ceux qui sont entre la vie et la mort de maintenir un débat dans un moment aussi dramatique. C'est que ce n'est pas si simple que cela. Je ne suis pas le représentant du Parti socialiste, bien au contraire. Mais vous l'entendez pas, cet argument ? J'entends que le Parti socialiste semble traverser son groupe parlementaire par des oppositions internes qui rendent difficile un débat de censure pendant que des gens sont entre la vie et la mort. Une position ouverte et publique. Je le redis, la République n'a rien à céder aux terroristes, ni dans l'exercice du droit de manifester, ni dans ses procédures parlementaires. Je rappelle simplement que la plus grande manifestation organisée de mémoire, c'est après le terrible attentat, assassinat des rédacteurs de Charlie Hebdo. Toute la France était dans la rue et le gouvernement avait à juste titre accueilli les chefs d'État. Si vous voulez, la façon de réagir contre le terrorisme, c'est de montrer que ça ne terrorise pas. C'est horrible, c'est pénible, c'est affreux pour les familles, tout ça est vrai, mais la seule façon de se tenir, c'est d'être là où on doit être, c'est-à-dire dans la rue si on l'estime, ou à l'Assemblée, ou à la télévision, comme vous le faites. Jean-Marc Bailleul, comment vous voyez cela ? Je rappelle qu'une motion de censure, c'est potentiellement pour faire renverser un gouvernement. Enfin, la probabilité est nulle quand même. On est d'accord, ce n'est pas le cas, mais on est quand même dans la symbolique. Essayer de renverser un gouvernement. Comme M. Bailleul cherchait un interlocuteur, puisque M. Mélenchon sera dans la manif, on peut peut-être lui demander, comme il est parlementaire, de respecter la loi et de déposer sa demande de son préavis. Alors, il aura la légitimité pour le faire. Jean-Marc Bailleul. Oui, il est tout à fait légitime. Il sur cette motion de censure, je le rappelle pour nos téléspectateurs, il s'agit de renverser un gouvernement, donc potentiellement un ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est bien le moment, selon vous ? C'est pas notre problème. Nous, notre problème, on a déjà répondu à des polémiques sur l'absence du président de la République il y a quelques mois à l'occasion d'un événement particulier. Les institutions doivent fonctionner même s'il y a un remaniement gouvernemental. Heureusement, c'est une des garanties de la démocratie. Et les forces de police ont de toute façon toujours des chefs qui sont là pour faire en sorte que les institutions fonctionnent. Nous, on ne demande pas de changer le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas le sujet. Nous, on demande de réformer ce ministère et de faire en sorte qu'il soit beaucoup plus moderne qu'il ne l'est. Il y a un rapport sénatorial qui a été rendu il y a maintenant bientôt 1 an, qui contenait tout un tas de légitimes constats et réformes proposées, et il ne se passe rien. Donc c'est ça aussi que les policiers attendent. Je rappelle, si je peux me hasarder à ce parallélisme des formes avec la forme qu'a pris le mouvement des Gilets jaunes, qui a à peu près 2 ans maintenant, on a des policiers qui se sont mis en colère et qui ont manifesté leur mécontentement sur la voie publique. Ça ressemble beaucoup aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas écouté les représentants élus, syndicaux, je fais partie, les policiers ont dit on va aller demander nous-mêmes, ça faisait suite à l'incident d'Evry, ce qui ne fonctionne pas, les réformes qu'on attend, les réformes matérielles, les réformes budgétaires, mais pas toujours budgétaires, des réformes qui fassent qu'on ait une police beaucoup plus moderne. Donc, on n'a pas été entendu à cette époque. Le Sénat fait un rapport tenant compte de ce mécontentement, le Sénat n'a pas été entendu non plus. Donc, quelque part, nous, notre conclusion, parce que je ne m'hasarderai pas sur le terrain politique, c'est qu'il faut en tirer la conclusion que si on avait fait confiance aux corps intermédiaires, et ça ne vous échappera pas, je vous présentiez Laurent Berger, nous sommes affiliés à la CFDT. Laurent Berger a été le premier à dire qu'il faut reprendre le dialogue avec les corps intermédiaires. Si on avait été entendu aussi sur les questions de sécurité, on n'en serait sûrement pas là aujourd'hui dans l'état de fatigue. Donc on est des salariés de l'État, le boulot sera fait, mais en tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est d'être entendus et puis que les politiques soient exemplaires. C'est-à-dire que, je vous permettez, mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des réactions dans les manifestations contre les policiers avec de la haine, de la violence verbale, quand le leader de votre parti politique a eu un comportement inacceptable lorsqu'à perquisition a été fait à son domicile, en hurlant à son domicile, au siège de France Insoumise. Non seulement raccourci, mais que moi qui suis allé dans beaucoup de ces manifestations, je n'ai pas entendu beaucoup d'hostilité vis-à-vis des forces de l'ordre. Au contraire, souvent, des messages qui les invitaient à rejoindre les manifestants. Donc, ça, c'est les bons messages. C'est un rapport qui, pour l'écrasante majorité, je ne ferme pas les yeux sur des incidents mais les en incidents, marge de c'est la minorité. Mais l'écrasante majorité des Gilets jaunes était dans un rapport tout à fait pacifique avec les forces de l'ordre. Ouais. Vous savez quand même très bien, si je peux me permettre, que relancer une manifestation samedi prochain, ça va être quoi ? Ça n'échappe à personne. Les 2 dernières
se sont mal passées parce qu'en queue de manifestation, certains viennent, pas dès le matin à 8h30, 9h, ils viennent vers la fin pour aller casser les magasins et faire leurs courses de Noël. Donc il y a aussi ça derrière. C'est-à-dire que... on parle d'autre chose là. Non, on ne parle pas d'autre chose. C'est que la responsabilité d'organiser une manifestation... Et de maintien de l'ordre, qui n'est pas le même que celui de ces manifestations. Ah non, mais d'accord, mais c'est quand même à l'occasion de cette manifestation qu'on a de la casse. On l'a vu à Bordeaux. Mais pas aux mêmes endroits d'ailleurs. Si vous regardez à Paris précisément où les choses se sont produites, pas aux endroits où les Gilets jaunes se sont rassemblés. Non, mais donc, on voit bien que, quand même, pas à l'opposé, monsieur. Sur les grands boulevards, c'est à distance quand même, pour ceux qui connaissent Paris, des Champs-Élysées, sur la place de la République, c'est encore plus loin. Donc on voit que ce ne sont pas les mêmes lieux qui ont été concernés. Ça n'est pas les mêmes manifestants, les mêmes personnes d'ailleurs. Si on revient d'un mot sur cette motion de censure, Christian Jacob, patron des députés de la droite, a dit « Ce n'est pas la réponse qui est attendue par l'opinion publique ». Bruno Jambard, vous êtes mieux placé que nous pour répondre à cette question. L'opinion publique, effectivement, ne s'intéresse pas forcément à la manière dont la démocratie fonctionne au niveau du Parlement, mais je dirais que ça ne veut pas dire que le Parlement ne doit pas jouer son rôle et utiliser les armes qu'il a à sa disposition. Donc je pense que ce sont effectivement, je ne crois pas que cette motion de censure, au-delà du moment et de ce qui s'est passé mardi soir, intéresse les Français. Pour autant, ça ne veut pas dire que le Parlement ne doit pas jouer son rôle, utiliser pour l'opposition ce qu'elle a comme moyen à disposition pour faire entendre sa voix. Ce sont des choses différentes. La difficulté, de toute façon, sur ce sujet, de manière générale, c'est qu'on voit bien que personne n'arrive vraiment, parmi les corps institués, à parler aux Français. On voit bien que les Gilets jaunes refusent toute récupération. Eux-mêmes n'arrivent pas à désigner des représentants qui sont, dans la minute, quasiment renvoyés chez eux comme étant des traîtres, voire menacés de mort. Donc là, c'est là surtout qu'il y a une difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'arrive à porter la parole, finalement, des Gilets jaunes auprès des Français. Et donc, c'est aussi toute l'ambiguïté dans le soutien qu'il y a à ce mouvement, c'est que finalement, les demandes étant tellement larges et tellement contradictoires, chacun y projette ce qu'il a envie d'y projeter, et c'est pour ça que je crois qu'on est plus dans l'ordre du soutien à un mécontentement que du soutien réel à des revendications dont aucun d'entre nous ne serait capable de dresser la liste ici. Gérard Longuet ? Je voudrais dire simplement que la démocratie, c'est pas magique. Il n'y a pas de solution miracle. Et la maturation d'une bonne idée, d'une bonne démarche, d'une bonne réponse, c'est long. Le débat de censure, il se trouve que les hasards de la vie ont fait que je l'ai regardé à la télévision dans mon bureau avant de venir ici. J'ai trouvé très intéressant d'entendre les uns et les autres, d'entendre Lagarde, d'entendre M. Faure, d'entendre Jean-Luc Mélenchon. C'est très important de voir la tête du Premier ministre. Je n'ai pas entendu sa réponse puisque convoqué ici. Mais d'entendre, de voir la réaction du Premier ministre, c'est très intéressant parce qu'un débat, ça se construit. Et on voit bien que les choses diffèrent. C'est-à-dire ceux qui auraient été... Et que d'une certaine façon, les gens trop catégoriques étaient décalés. Parce qu'on sent qu'il y a un besoin de dialogue dans le pays actuellement. C'est d'ailleurs ce que M. Berger avait demandé au nom de la CFDT. On sent qu'il y a un besoin de dialogue. Et ceux qui le récusent, ce besoin, sont à côté de la plaque, je le pense profondément. Le débat que nous avons ce soir et auquel se prêtent les responsables politiques ces derniers jours montre une chose, c'est que l'unité nationale semble, en tout cas, avoir du plomb dans l'aile. Pourtant, souvenez-vous, le 7 janvier 2015, le jour de l'attentat contre Charlie Hebdo, François Hollande sacralisait cette notion d'unité nationale. Écoutez. Nous devons être nous-mêmes, conscients que notre meilleure arme, c'est notre unité. L'unité de tous nos concitoyens face à cette épreuve. Rien ne peut nous diviser, rien ne doit nous opposer, rien ne doit nous séparer. Et aujourd'hui, 13 décembre 2018, le seul message d'unité officielle du président Macron, c'était celui-ci, écoutez. C'est non seulement la France qui a été touchée, une ville française, nos concitoyens, mais c'est également une grande ville européenne qui a été meurtrie, touchée il y a quelques jours. Et je veux ici redire la solidarité de la nation française tout entière à l'égard des victimes et de leurs familles. Et je précise qu'il parle depuis Bruxelles, depuis un Conseil européen. Il vous paraît loin ce temps de l'unité nationale, Paul Vannier ? Non, nous devrions encore y être dans ce moment, en tout cas lorsqu'on évoque cet attentat
on voit bien qu'on ne l'est pas, on parle d'une manif. Mais vous avez raison, et d'ailleurs, qui a rompu immédiatement Je vais vous laisser parler, mais... Qui a rompu immédiatement avec ce cadre? C'est Madame Belloubet qui a sauté, si j'ose dire, sur l'occasion, quelques instants après ce crime odieux, en indiquant tout de suite, en récupérant la situation pour parler, en effet, de ces gilets jaunes et leur demander de ne pas manifester. Cette récupération était honteuse. C'est aussi qu'il y avait eu le tweet de Laurent Wauquiez avant. Oui, mais il faut garder un temps, toujours, au moment où ces événements dramatiques se produisent, le temps du débat politique, démocratique revient, et il revient d'ailleurs aujourd'hui au Parlement, mais il ne faut jamais instrumentaliser ce genre de situation. C'est ça qui porte atteinte à cette union nationale qui peut être en effet admise dans les moments qui suivent ce type de drame. Gérard Longuet, elle existe. Non, je voulais simplement rappeler que face au terrorisme islamiste, il y a une unité nationale. On peut porter des jugements différents sur la politique de la France à l'étranger, à l'extérieur, mais il y a une condamnation unanime. Ça n'a pas toujours été le cas. Le terrorisme en France, on l'a connu à d'autres époques. Les Français ont pu se diviser au moment de la guerre d'Algérie, par exemple. Là, aujourd'hui, on a une unité. Alors, évidemment, la superposition du quotidien social et du terrorisme islamiste, j'ai envie de dire quelque chose de tragique, mais pendant le terrorisme, la vie continue aussi. Et on est obligé de gérer cette vie sociale, ce débat. Je considère que la réponse parlementaire est bien meilleure que la réponse de la rue. Et moi, comme parlementaire, pardonnez-moi, je défends notre responsabilité, qui est de représenter les Français et de dire, tiens, ce gouvernement qui était incapable de lâcher 50 millions il y a 15 jours, en lâche 13 milliards. Énorme. Aujourd'hui, bon. Alors, il faudrait peut-être discuter si c'est les meilleurs milliards, si c'est le meilleur usage. Et là, nous retrouvons, parlementaires, députés et sénateurs, notre responsabilité absolue. Mais sur l'unité nationale, elle est profonde à l'encontre du terrorisme. Bruno Jambard, elle n'a pas du plomb dans l'aile, cette unité nationale? Ça dépend ce qu'on appelle effectivement l'unité nationale. Je crois que si c'est la position des Français face à l'événement, non. Si c'est la manière dont le débat politique ne s'arrête pas finalement cette fois-ci par rapport à 2015 peut-être, mais je crois qu'on n'est pas du tout dans la même situation. D'abord, 2015, c'est le premier événement d'une série dont Strasbourg est malheureusement la poursuite depuis maintenant 3 ans. Et donc il a un impact extrêmement puissant comparé à même à ceux qui ont suivi, qui ont été beaucoup plus dramatiques, comme le 13 novembre ou Nice à l'été. Il y a eu un choc qui n'a jamais été reproduit d'ailleurs après celui de janvier. Et puis il y avait un autre symbole, c'était les médias. En janvier, donc il y avait la notion de la liberté de la presse, du débat. Ça renvoyait à un débat sur les caricatures qui était plus ancien. Donc je crois que voilà. Mais moi j'ai pas le sentiment que sur le sujet l'unité nationale soit mise en cause. En revanche, c'est vrai qu'il y a une plus grande difficulté aujourd'hui, peut-être parce que c'est un peu malheureusement la force de l'habitude qui le fait. La société française finalement considère que ce genre d'événement n'interrompt plus aussi fortement la vie qu'auparavant. Et n'y a-t-il pas même une désensibilisation concernant le sort des forces de l'ordre? Et je vais vous interroger dans un instant, Jean-Marc Bailleul. Souvenez-vous encore de cette image qui avait frappé les esprits. Ces policiers qui avaient été applaudis, regardez, lors de la marche républicaine le 11 janvier 2015, après une semaine marquée par ces attaques terroristes des frères Kouachi et d'Amidi Koulibaly. Jean-Marc Bailleul, il est loin ce temps où les policiers étaient applaudis, voire embrassés. Bon, je pense qu'il y a quand même une grande partie de la population, si elle en avait l'occasion, elle referait la même chose. Il y a ce qui se passe malheureusement pendant les manifestations avec quelques groupuscules extrémistes et quelques casseurs. Après, il y a quand même, on a vu, notamment pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant, des gilets jaunes sortir un CRS qui était par terre près de l'Arc de Triomphe, le relever pour lui permettre de s'échapper, d'autres rendre un bouclier à des CRS qui l'avaient perdu. Donc il y a encore une fibre républicaine et de soutien aux forces de l'ordre, y compris chez les Gilets jaunes, j'en suis persuadé. Je rappelle que les policiers sont des ouvriers de la sécurité, donc comme eux. Voilà, donc moi je ne suis pas inquiet de ça. Les sondages successifs depuis 3 ans attestent qu'il y a toujours un fort soutien de la population à ces forces de l'ordre. Après, il y a la manière de l'exprimer. Là, c'était un moment particulier, organisé, solennel. C'est sûr qu'on ne va pas avoir sur les Champs-Élysées une partie de la population qui va venir nous applaudir pendant que d'autres sont en train de nous jeter des pavés. Donc, ça paraît compliqué. Donc moi je crois que ce soutien existe. En revanche, là encore, je reviens sur mon histoire de l'exemplarité et hier ce qu'on a pu lire sur les sites, notamment sur tout ce qui est complotiste. Je m'étonne que la condamnation de cette théorie du complot n'ait pas été plus ferme
de la part de certains politiques, parce qu'il y a quand même une partie de la population qui ne lit plus les médias, qui ne les regarde plus. Et qui ne s'informe que via les réseaux sociaux, vous voulez dire ? Et c'est là que c'est inquiétant, parce qu'on le ressent, nos collègues policiers le ressentent sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a un manque de recul par rapport aux choses qui se passent. Et vous savez ce qu'a déclaré M. Dupont-Aignan par rapport à l'Arc de Triomphe, les petits soldats ou les petits casseurs de M. Castaner, tout ça contribue finalement à cet état d'esprit. Et nous, en tant que force de l'ordre, qui avons un peu de recul depuis toutes ces années sur ces événements, ça nous inquiète. Ça nous inquiète fortement parce qu'on voit que ça a une influence sur le comportement de certains par mimétisme. Il nous reste 30 secondes. Le complotisme a toujours existé. Il a aujourd'hui des moyens de diffusion qui sont d'une violence, d'une force à peu près sans limite. Et c'est là où il y a un vrai travail. Les gens qui parlent doivent parler clairement et le dénoncer. Ça, c'est clair. Quelques secondes. Le lien entre la police et la nation est précieux, mais je crois malheureusement, les policiers sont des fonctionnaires, ils obéissent à des ordres, que les doctrines de maintien de l'ordre qui sont mises en œuvre aujourd'hui peuvent l'altérer. Les manifestations des Gilets jaunes ont été très violemment réprimées avec des grenades de désencerclement dont la France, je le rappelle, est le seul pays européen à faire usage. Et c'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. C'est la fin de cette émission. VPL revient lundi prochain en direct à 18h. En attendant, vous avez l'invité de Territoire d'Info demain matin, Hervé Morin, président des Régions de France. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.